Bienvenue, nous sommes toujours en plein cœur du week-end de l'écrivain, vous entendez, c'est l'ambiance. On a décidé vraiment d'être complètement là, au mouvement, être au cœur de cette action qui met en valeur les auteurs africains. Alors pour ce focus, nous avons un nouvel invité et non de moindre puisqu'il s'agit de son Excellence Keïta. Bonjour Excellence Keïta, merci de m'accorder de votre temps. Je sais que vous êtes très pris et à ma grande surprise, je vous retrouve là. Qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, merci bien. Je suis très heureux d'être encore une fois sur votre plateau dynamique. Je suis de passage à Paris, mais quand il y a des événements de la sorte qui parlent de nous, qui parlent de notre culture, qui parlent des enfants, qui parlent de l'éducation, qui parlent de l'instruction et de l'enseignement, j'étais très heureux d'être convié par Valère, ce jeune brillant garçon qui organise cette édition, qui est aujourd'hui très connue, qui est parti de rien et qui est aujourd'hui en train de développer un concept nouveau, celui de porter la culture africaine à haut niveau. Vous savez, on nous a menti. On nous a dit que nos descendants et nos aïeux, c'était des Gaulois. Hein? On n'est pas... c'est pas vrai. Il faut qu'on parle de nous-mêmes. Il faut qu'on écrive des choses qui nous parlent, qui viennent de nous. Oui, certains ont même dit que nous n'avons pas d'histoire, cependant. J'allais en venir. Nous devons mettre un accent particulier à cette production de la vivacité de la culture, de l'éducation, qui prend sens en Afrique et qui nous parle et qui nous fait une certaine projection sur notre avenir. Vous savez écrire, c'est penser aujourd'hui, c'est penser demain, c'est penser pour après-demain. Donc moi j'adore les écrivains, je suis très heureux d'être là et partager ce moment extraordinaire. J'ai vu des femmes dynamiques, des femmes qui ont écrit leur histoire, que c'est beau, on peut tous raconter quelque chose. Il suffit d'avoir le temps de se poser pour le faire. D'ailleurs, j'ai dit que je suis en train d'écrire 2 livres. Je serais très heureux de te convier à la sortie de ces livres prochainement. En fait, ce qui est très bien avec vous, c'est que vous êtes une personne érudite, donc il suffit de poser une seule question et d'aller prendre son café et vous amener son lot de réponses. En fait, vous avez très bien vendu l'event là où nous y sommes. Mais je veux essayer de demander pour avoir votre avis en tant que doyen, en tant qu'homme d'expérience. On a vu déjà une première chose, c'est qu'il ne faut plus parler de blédard. Souvent, la diaspora regarde d'une manière condescendante les personnes qui viennent du continent faire les choses d'ici. On le voit avec le promoteur de cet événement. Il vit au Cameroun et il fait un truc à l'international qui dépasse même ce que les gens qu'on pourrait qualifier d'autochtones assimilés font ici. Vous savez, pour avancer dans la vie, il faut être soi-même. Il faut avoir un socle. Et le socle principal est notre culture. Les gens qui sont dans le pays, qui viennent ici, ils sont imprégnés de quelque chose de vivant parce qu'ils vivent tous les jours ceux qui représentent nos pays. Quelles sont les difficultés de nos pays? Nous sommes loin de nos pays. Quand vous vivez longtemps dans un pays, vous êtes de ce pays-là, vous n'êtes plus de votre pays d'où vous venez. C'est ça la problématique. Oui, mais il y a souvent aussi cette réalité, je pense que je dois en faire partie moi-même, c'est de n'être nulle part chez soi. Parce que quand on est ici, même si on y est depuis longtemps, pour certains, ce n'est toujours pas nos pays. Et quand on rentre dans ce qu'on qualifie être nos pays, là-bas, on nous considère maintenant comme des étrangers. C'est la problématique principale de tous les diasporas du monde. Si vous restez longtemps dans le pays qui vous a accueillis, vous devenez de là-bas. Vous devenez celui qui est de là-bas. Et si vous n'avez pas le temps de revenir souvent pour vous y installer, pour créer un narratif, pour créer un environnement propice qui va dire, voilà, je suis parti, je suis là-bas, mais je suis ici. C'est ce que la diaspora doit comprendre. Parce qu'il y a toujours un phénomène de rejet. Quand vous êtes parti longtemps, quand on ne vous a jamais vu, quand vous venez, on vous demande toi. Je vais te donner un exemple. Quand je pars souvent dans mon pays, j'ai mes cousins qui me demandent toujours, mais quand est-ce que tu repars? Il faut préciser, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Excellence Keïta. La Guinée, oui. On me dit, mes cousins me demandent, quand est-ce que tu repars? Alors je suis surpris parfois, je dis, mais
Mais pourquoi tu me demandes ça? Et il me dit, bon, ben, parce que, bon, je te demande simplement. Bon, alors, tu vois, c'est un peu marrant, rigolo. Je dis, mais je suis chez moi. Lorsque je serai prêt pour partir, je te le dirai. Et ça veut dire que finalement, on est toujours de l'autre côté, là où on est, et on n'est plus de notre pays. Donc, cette diaspora, de faire un effort pour avoir un pied dans nos pays et avoir un pied là où on est. Mais j'incite souvent les gouvernants à créer une façon d'attirer les diasporas. Par exemple, tous les diasporas du monde ont quelque chose en tête, c'est-à-dire je vais construire une maison chez moi. Quand je rentre, je vais dormir là-bas, je vais vivre là-bas, et ainsi de suite. C'est une projection de l'avenir. Et c'est même pas sûr qu'on y arrive. C'est pas même pas sûr qu'on y arrive. Mais si un gouvernement qui est averti en Afrique, qui prend de bon sens, il se dit, je vais créer une plateforme pour les diasporas, pour leur dire que si vous venez travailler, ben, je vous donne la possibilité d'accéder à la terre et vous serez peut-être défiscalisé si vous êtes médecin, à condition que vous reprenez l'appel de notre hôpital, ou bien si vous êtes ingénieur, ben, vous allez aller à la mine. Donc c'est une sorte d'échange qui peut être positif pour que les diasporas prennent le chemin de retour. C'est important parce que les cerveaux se trouvent en Afrique, mais aussi les cerveaux se trouvent à l'extérieur. Si les États ne font pas ce travail, ben nous sommes perdus. Mais il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas la double nationalité. On voit par exemple d'autres qui en acceptent. Je veux prendre le cas du Bénin. On a vu Lionel Zinsou. On sait tous ce qu'il a fait ici et comment il milite pour la France. Mais il a été Premier ministre du Bénin et même candidat à l'élection présidentielle. Oui, mais écoutez, ça c'est aussi, comment dirais-je, les problématiques qui sont de nos sens. Nous avons une histoire commune avec la France. Il y a des Français qui sont guinéens, qui sont ivoiriens. Mais pourquoi la France ne leur retire pas cette nationalité? C'est que finalement, tout ce qui ne touche pas à notre trésor, à notre capacité de créer quelque chose, un élan positif, ben, il faut les rejeter. Mais nous avons des champs, des chantiers à bâtir. Ça, ce n'est pas des chantiers. Pour dire, voilà, quelqu'un, tu es national. Mais les Africains sont partout. Moi, j'ai des cousins qui sont américains. J'ai des cousins qui sont canadiens. J'ai des cousins qui sont français. Ce n'est pas le sujet sur lequel il faut parler. Il faut se mettre. C'est une richesse quand les gens ont acquis une certaine compétence et une certaine possibilité de se fondre dans une nation qui les a reçus. Vous apprenez des autres et les autres apprennent de toi. Alors, Excellence, il y a aussi un autre problème. Je sais que c'est une palissade. Beaucoup de personnes qui sont de la diaspora peinent à aller investir dans le pays parce qu'il y a des freins et parmi ces freins, ça vient même de la famille, notamment les faits de corruption. Qu'est-ce qu'on pourrait, ou d'arnaque, si vous me permettez ce langage familier, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou leur dire pour apaiser ces craintes? Parce que parfois c'est imagé, parfois c'est même carrément inventé. Vous savez, ces problématiques existent depuis longtemps. La problématique, quand vous voyez nos relations avec les pays étrangers, en France, les personnes qui venaient avant, c'était des personnes qui qu'on appelle des immigrés qu'on allait chercher pour occuper des fonctions subalternes. C'est-à-dire des gens qui vidaient les poubelles en France. Mais avec le temps, mais tout ça, ça changeait. Parce que ces gens-là ont fait des enfants, et ces enfants-là sont devenus des ingénieurs. C'est complètement différent. Alors, si on doit construire une relation propre pour que les gens n'escortent pas les diasporas, il faudrait qu'on essaie de travailler pour créer l'équité et puis investir sur la formation. Parce que si quelqu'un sait que son intérêt, c'est de travailler sur la société dans laquelle je vais créer, pour créer de la ressource, ben, il a intérêt. Mais ça, il faut le savoir. Il faut une certaine richesse d'esprit et de projection. Alors, la deuxième chose, c'est que nous avons un allié très important, c'est que nous avons aujourd'hui la révolution digitale et nous avons le blockchain. Oui. Vous pouvez aujourd'hui créer une entreprise que vous contrôlez à distance avec toutes les possibilités que vous avez de gestion et de contrôle. Là, on vient de vous déposer le téléphone parce que je tiens quand même à préciser aux téléspectateurs, on est au cœur de l'événement, on a décidé d'être en milieu, vous entendez d'ailleurs les you-you, les applaudissements, c'est parce qu'on vit vraiment la chose, hein, être là au cœur. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Je vous en prie, vous savez, nous avons tellement de choses à faire en commun que j'insiste toujours
que les Africains doivent se réveiller pour travailler ensemble. Parce que si nous ne travaillons pas ensemble, ben, nous ne gagnerons rien du tout. Toutes les autres communautés travaillent ensemble. Alors il y a quelque chose en France sur lequel je parle toujours qu'on puisse bousculer pour changer. On nous parle toujours du communautarisme. Alors ce mot qui est quand même galvaudé, que je ne comprends pas. Parce que quand je pars en conférence à Londres, ben, je suis invité par la communauté des Pakistanais, des Indiens. Ben, ils sont entre eux. Mais ils ont réussi parce qu'ils sont entre eux. Parce qu'il y a un élément potentiel qui est celui de la confiance. Quand vous êtes dans la communauté, vous avez la confiance. Vous allez voir un Pakistanais qui prête à l'autre 200 000 euros, l'équivalent de 200 000 pounds. Parce qu'il a confiance dans sa communauté. Il crée des affaires. Il prospère. Mais justement, comment on peut expliquer cela, vous qui êtes un érudit c'est pas seulement l'absence de confiance, c'est même quelque part un rejet, c'est au-delà même. Parce qu'à compétence égale, un Africain va choisir plutôt un non-Africain plutôt que d'aller chez son frère, là où dans d'autres communautés, pour ne citer que les Asiatiques ou nos amis israélites, vont se soutenir. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce fléau? Non, écoutez, d'abord, chers frères, nous devons faire une décolonisation des mentalités. L'Afrique est victime des siècles de colonisation et cela nous peine jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûr que les étudiants qui sont formés, qui ont un bon sens et qui ont une certaine équité, qui ont une vision de la vie réelle, de la réussite, ne prendront pas une décision pour dire voilà, j'exclus mon frère africain pour prendre un chinois ou pour prendre. Il faut une certaine décolonisation de l'esprit et des mentalités. Ceci dit, à compétence égale, seulement, hein, parce que si l'autre est plus compétent, il faut valoriser. Mais c'est à compétence égale, strictement. En compétence égale, vaut mieux prendre. Vous savez, quand vous créez une entreprise, par exemple, qui a vocation, comme je l'ai fait ici, j'ai créé Open Business Africa. Open Business Africa, c'est une entreprise qui fait la promotion des investissements en Afrique. Bon. Si je dois travailler avec des gens, j'essaie de prendre des gens qui ont une compétence africaine. Parce que notre devoir, c'est faire un pont qui va permettre aux gens d'investir en Afrique. Alors, si vous n'êtes pas capé de cette prédisposition de dire aux gens, ce pays-là, il a un code des investissements qui est ceci, cela, et ce pays-là, il a cela, mais on ne peut pas avancer. Donc je suis obligé de prendre des gens qui sont... Ça peut être un Français qui a vécu 20 ans ou 30 ans en Afrique, ça peut être un Africain qui connaît l'Afrique. C'était la différence. Excellence, il nous reste malheureusement que 3 minutes. Il y a tellement de choses à discuter avec vous et puis on se voit souvent. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous laisser une carte blanche. Une carte blanche. Vous allez regarder la caméra qui est là. Et donc, lors de cette carte blanche, allez-y, adressez-vous aussi bien aux jeunes Africains vivant dans ces pays qu'aux jeunes Africains en Afrique intramuros. Quel message d'espoir pourrez-vous leur donner? Bon, écoute, merci bien pour cette occasion. Jeunes Africains d'Afrique, d'Europe et du monde, je dois commencer par vous dire que je vous aime. Et je vous lance un défi. Le défi de la vérité. Je vous lance un défi de construire un avenir meilleur pour notre continent. Mais pour cela, nous devons mettre en place un bon sens de créativité et d'espoir. L'espoir. Pourquoi les gens prennent le bateau? C'est parce qu'ils ont perdu l'espoir. Et j'appelle les gouvernements africains de faire tout pour bâtir et créer l'espoir. Parce que quand les gens n'ont plus d'espoir, ils se disent « je n'ai plus de réussite ici, je n'ai plus d'espoir, je pars ». Les gouvernements doivent créer de l'espoir. Nos jeunes Africains sont très dynamiques, ils ont une certaine créativité, ils sont extraordinaires. Et aujourd'hui, l'Afrique a changé parce que nous avons une jeunesse qui a acquis une certaine compétence dans le digital. On crée beaucoup plus de start-up aujourd'hui en Afrique que dans le monde entier. L'Afrique est une ressource. La dynamique de la jeunesse est une dynamique réelle. Alors, pour finir,
je dis aux jeunes, en Afrique, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on pense que l'agriculture, c'est l'affaire des vieilles personnes. Non, l'agriculture, c'est l'affaire aussi des jeunes. Nous devons bâtir des jeunes, une agriculture forte, avec des jeunes formés en agriculture. Il faut se dire que l'agriculture, c'est aussi un secteur riche. Quand vous allez en Europe, vous allez en Pologne, vous allez aux États-Unis, les personnes les plus riches, c'est les agriculteurs. Ils n'ont pas commencé ça lorsqu'ils avaient 50 ans, ils ont commencé ça lorsqu'ils avaient 25 ans. Donc j'attire l'attention des Africains, des jeunes, qui a des secteurs potentiels sur lesquels aussi il faut y aller. Et donc je vous lance un message de vérité, un message d'espoir. On compte sur vous, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vous avez des aînés qui peuvent vous soutenir et qui peuvent vous amener et qui peuvent tenir la lampe pour que le chemin soit clair pour vous, pour avancer. Je vous remercie. C'est sur ces paroles que nous allons clore cet entretien. Excellence Keïta, merci pour le temps que vous avez bien nous accordé. Et je sais que vous devez partir, donc je peux que vous dire à nos prochaines aventures. À prochaine aventure, merci bien, merci bien. Bien de choses à tout le monde. J'aime bien votre télévision, je vous souhaite long life. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut ouvrir cette possibilité de collaborer avec la télévision nationale d'Afrique. Parce qu'ils sont orphelins de ça. Je pense que les synergies, on a la capacité de créer des synergies entre vous, qui sont des satellites de l'Afrique en Europe, et eux qui sont là-bas. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire des ponts, aussi des accords avec les télévisions guinéennes, la télévision du Cameroun, la télévision ivoirienne et tout ça, pour faire un relais de convergence et de croissance pour la créativité, la communication, le contenu et tout ce qu'il faut pour l'Afrique. Donc j'ai l'espoir que tu vas y réfléchir, tu es dynamique, je sais comment tu travailles. J'espère que finalement on va signer prochainement des contrats avec les télévisions guinéennes. Alors moi je ne suis qu'un petit maillon de la chaîne, mais je ferai transférer votre message plus haut à ma hiérarchie. Merci bien. Merci bien. Au revoir.